Qu'est-ce qui a fait qu'un journaliste qui informait a eu cette idée de vouloir alerter sur le trop-plein d'informations ? Alors, j'alerte moins sur le trop-plein finalement, parce que en fait, mais la comparaison avec la bouffe est intéressante. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, parce qu'on peut aller assez loin avec ça. En fait, quand vous êtes face à un énorme gâteau au chocolat, vous n'êtes pas obligé de manger tout le gâteau, vous voyez. Donc en fait, c'est plus une question d'apprendre à bien manger, je dirais, et en fait quelque part à considérer son cerveau comme son corps. On vient d'une génération qui a appris petit à petit que le corps c'est important, donc on va à la salle de gym, on fait du yoga, tout ça. Bon, et en fait le cerveau, on n'y pense pas. Et en fait, le cerveau, il n'y a rien de plus physique qu'un cerveau. Hein. C'est d'abord un espèce de truc qui est dans notre crâne, hein, à moins de croire qu'on est une âme, et qui en fait trie l'information. Et d'ailleurs, peut pas en trier beaucoup plus qu'une seule à la fois. Donc, de toute façon, la saturation de l'information, dès que vous avez 2 informations, vous saturez. Donc, je dirais qu'il y ait plus d'informations ou moins maintenant, c'est pas vraiment le problème. C'est la façon dont on la reçoit, mais surtout l'intention avec laquelle on la reçoit, et puis surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette info, parce qu'en fait on s'est rendu compte, et moi je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment, qu'en fait j'oubliais tout, que j'étais pas forcément si efficace que ça, et en fait cette question de l'information, je l'ai vraiment reliée au fait de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette information nous soit vraiment utile, nous fasse du bien, nous rende plus curieux encore, nous apporte des nouvelles expériences, des nouvelles idées, et nous fasse avancer quelque part. Tu viens de dire un truc. Pardon, tu viens de dire un truc hyper important, excuse-moi. Non, mais je voulais rebondir sur l'intention. Parce qu'en fait, tu nous dis, c'est une question d'intention avec laquelle donc, on va aller chercher l'information où on accepte, disons, de la recevoir, parce qu'on peut traiter qu'une à une, entre guillemets. Et tu nous dis, finalement, c'est pas tellement le trop-plein. Et pour autant, tu nous dis, moi, je me suis rendu compte que je finissais par oublier. Donc, c'est vraiment parce que tu n'avais pas forcément l'intention d'accueillir l'information, mais tu y étais quand même exposé, donc ça va jouer, ton cerveau jouait le rôle de filtre, et puis ça passait à autre chose. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de l'intention ? Est-ce que, parce qu'il y a profusion d'informations, il y a désormais un peu moins d'intention d'aller la chercher, parce qu'elle nous arrive tout cuit ? Je suis pas certain qu'il y avait l'intention d'aller la chercher avant. Moi, je sais pas, l'époque où il n'y avait pas Internet, on avait le journal et le journal télé. On était super passif en fait. Chacun avait son journal de gauche, de droite, donc les bulles existaient déjà. Ouais, mais tu décidais d'ouvrir ton journal et d'aller l'acheter, ou d'ouvrir ta télé, là où tu te reçois des notifs en permanence d'à peu près tous tes réseaux sociaux. En général, on l'allumait dès qu'on arrivait à la maison, et puis quand on avait un dîner avec les parents, la télévision était tout le temps allumée. Donc oui, il y a peut-être le journal le matin, ou le journal au bistrot. Et bon, fondamentalement, je pense que la passivité face à l'info, elle était déjà très présente avec la télévision, et l'impact des écrans de la télévision est beaucoup plus étudié d'ailleurs aujourd'hui sur son aspect négatif. Donc simplement, je veux dire qu'on vient pas d'un monde où c'était extraordinaire, on avait une information de grande qualité avec des vraies enquêtes. Il n'y avait pas d'enquête, c'était parce que les journaux n'avaient pas d'argent, et qu'on était complètement hyperactif face à l'info, avec un super esprit critique. Faut pas oublier que les premières critiques sur les débats qui ne menaient à rien, où on prend les gens comme des adversaires au lieu de débattre avec eux, c'est Albert Camus qui en a parlé. Donc on était dans fin des années 50. Donc en fait, ce constat-là, il n'a pas complètement évolué. Simplement, le contexte a évolué. Moi, je crois que ce qui a le plus changé, puisqu'on parlait d'intention, je crois que la question, c'est de savoir, on est dans un monde qui est différent aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde était avancé plus lentement. Ça, c'est pour le coup, on peut le dire. Bon, c'est la différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Il avançait beaucoup plus lentement, et la connaissance avançait aussi beaucoup plus lentement, parce que évidemment, il y avait moins d'interaction sur la connaissance. La science va très très vite aujourd'hui, donc le monde bouge assez vite parce qu'il est beaucoup plus connecté. Et ce qui fait que avant, on essayait d'avoir les nouvelles du monde, parce qu'on n'était pas tellement acteurs du monde en fait. On faisait notre boulot, et puis l'information arrivait, donc on se tenait au courant des nouvelles, et puis on faisait notre métier. On allait à l'école. Ensuite, on fait notre métier avec les connaissances qu'on a apprises à l'école. On changeait rarement de métier, et puis on regardait les nouvelles le soir pour savoir un peu ce qui se passait, ce que nos dirigeants avaient décidé à notre place. Il y avait un fameux album de Queen, d'ailleurs, qui s'appelait News of the World.
Ben voilà. C'est les nouvelles du monde. Les nouvelles du monde. Et aujourd'hui, on est moins dans le besoin de nouvelles. Bien sûr qu'on a toujours besoin de nouvelles, évidemment, mais c'est pas l'essentiel. On a besoin de s'informer. Pourquoi on a besoin de s'informer? Pour comprendre le monde dans lequel on est et pour pouvoir agir, parce que ça avance tellement vite que s'informer aujourd'hui, c'est apprendre. Donc on a besoin d'avoir de nouvelles connaissances. Et donc alors justement, Benoît, ce qui change là beaucoup, c'est le mode d'accès finalement à l'information. 2 chiffres peut-être. 70% des 15-34 ans utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer. Et c'est même la principale source d'information pour 53% d'entre eux. C'est leur principale source d'information. Du coup, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui crée une forme de bascule sur ce rapport à l'information, puisque effectivement, elle nous arrive par les algorithmes. Et puis, c'est rarement une information sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut le dire, qui est très creusée, qui est très fouillée. On n'est toujours pas dans l'enquête, on n'est toujours pas dans la compréhension de ce qui se passe, on n'est toujours pas dans la prise de recul avec ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, alors, même sur les plus jeunes, on est plus près de 98% si on prend une enquête d'Ipsos là, récente, et qui précise aussi en fait que les plus jeunes générations vont aller voir plus de sources qu'on faisait avant. Donc il y a aussi une plus grande diversité dans les sources aussi. Ouais. Est-ce que c'est pour croiser l'information et donc s'assurer que c'est pas des conneries, ou c'est juste parce qu'ils sont exposés? Il y a plus de points de contact, comme dirait un publicitaire, aujourd'hui. En tout cas, il y a une habitude d'aller s'informer auprès de plusieurs sources et je pense que quand on est né avec Internet, comme aussi la génération qui vient, qui est née avec l'intelligence artificielle générative, on commence à développer une forme de système immunitaire qui fait qu'on se méfie un peu. On considère pas que tout est vrai. D'ailleurs, le niveau de confiance il y a quelques années dans les réseaux sociaux, il n'a fait que baisser. Et ce qui est vrai, augmente, mais le niveau de confiance baisse. Donc en fait, et ce qui est vrai sur à peu près tout, y compris sur les médias traditionnels, le niveau de confiance, il y a énormément de baromètres sur les médias aussi. Tout à fait. Et ça, c'est un autre problème, c'est une autre responsabilité. Mais il faut comprendre aussi que, alors on peut considérer que c'est négatif parce que les gens vont moins vers les médias, en tout cas que les réseaux sociaux sont devenus un accès principal, mais ça c'est une réalité maintenant aujourd'hui. Donc après, la question c'est comment est-ce qu'on travaille à la fois avec l'éducation et on travaille notre cerveau de façon à être capable de mieux consommer cette information différemment, tout simplement. Après, le fait qu'il y ait une baisse de confiance dans les médias, c'est pas juste parce que les gens sont cons, c'est parce que aussi les médias ont déconné. On est bien d'accord. Et pour être concret, l'effet des réseaux sociaux est pas si fort que ça en fait. Tu dis juste c'est un autre mode d'accès à l'information, mais finalement on accède toujours à autant d'informations, aussi variées. Et puis c'est le mode qui change, mais la saveur ne change pas finalement. Je pense qu'elle est quand même beaucoup plus variée. Je dis aussi dans mon livre, avec des chiffres, que en fait cette variété, c'est un peu une illusion aussi. Il y a des déserts d'informations, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on sort du mainstream et du copier-coller, parce que tout le monde se copie en fait, notamment sur les réseaux sociaux, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de pans d'informations qui sont pas traités non plus. On a aussi le même problème avec la science aussi, où parfois la science se focus sur des trucs et pas sur d'autres, et parfois elle se focus sur des trucs parce que les industries en fait les poussent à le faire. Donc on est évidemment dans un système qui est complexe et on est clairement dans un chaos de l'information, mais qui est aussi une bonne nouvelle dans l'autre sens, parce que quand j'étais petit, si je m'intéressais à un sujet, je pouvais pas m'informer sur ce sujet. Je devais faire quoi? À la radio, j'allais pas demander au mec de la radio de traiter le sujet qui m'intéressait, il pouvait pas. Donc j'allais à la bibliothèque. C'est ça. Et à la bibliothèque, on trouve 3 livres. Moi, j'étais à Grenoble, donc là à Grenoble, j'avais 3 bouquins un peu abîmés. Et bonjour aux amis grenoblois. Bien sûr. Imagine celui qui était en Corrèze. qui est une très jolie ville par ailleurs. C'est une très jolie ville au demeurant, un peu polluée à mon goût, mais très jolie effectivement. Bon. Non, il y a un c'était pour la page touristique. C'est pas possible. Donc tu allais à la bibliothèque, tu avais 3 pauvres bouquins, mais il y avait une démarche proactive au moins. C'est intéressant. Mais là aussi, tu as des démarches proactives, tu peux chercher un sujet ou un autre. Tu allais au centre de documentation, tu sais, à l'école, quoi. Donc, en gros, pour dire que si tu t'intéressais à un sujet, tu pouvais pas, si tu voulais apprendre quelque chose de nouveau, tu n'avais pas YouTube. On n'imagine pas ce que c'était avant, en fait. Et aujourd'hui, alors moi, je suis à Bali où il y a énormément de jeunes qui ont décidé de changer de vie, etc. Mais quand ils veulent apprendre une nouvelle compétence, ils vont sur YouTube. Ils apprennent pas des conneries d'ailleurs. En fait, ils apprennent des choses intéressantes qui leur permettent de faire des choses derrière, donc d'expérimenter des choses. Donc il y a un chaos, mais dans ce chaos-là, il y a quand même un environnement qui nous a permis d'avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, et surtout beaucoup plus de connaissances. Et tout ça crée un chaos, et donc il y a un problème de maturité de tout ça. Et évidemment, c'est de ça dont il faut parler. Il faut être conscient des problèmes. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.